Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec René Revol, maire de Grabel et vice-président de Montpellier-Méditerranée Métropole, mais aussi surtout délégué à la gestion raisonnée, écologique et solidaire de l'eau et l'assainissement, il faut arriver à le dire en entier. Première thématique, vous êtes redevenu président de la Régie publique des eaux. Si je dis revenu, c'est que vous avez été son premier président, installé sous la présidence de Philippe Sorel, avant d'en être débarqué en 2017. En 2020, vous êtes redevenu vice-président, vous avez repris la tête de la régie de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé et quels sont aujourd'hui vos objectifs pour la régie? Alors c'est extrêmement simple, le mouvement de retour en régie est d'une puissance extraordinaire en France. Lorsqu'on a fait notre première résolution dans ma commune en novembre 2009 pour dire que nous voulions une régie de l'eau, à l'époque nous étions assez isolés, mais le problème était posé par des associations, par un mouvement citoyen qui disait que l'eau est un bien commun, qu'il ne peut pas être privatisé. Donc la première étape a été franchie en 2014. M. Sorel, pour des raisons politiciennes, a voulu mettre fin à cette première étape, mais quelque part, on s'en foutait un peu, puisque la régie était installée, qu'elle fonctionnait très bien, d'arriver à l'eau. Mais malheureusement, elle était incomplète. Il fallait l'étendre. Et il fallait notamment l'étendre à l'assainissement des 31 communes, puisque la métropole a la compétence de l'assainissement sur les 31 communes. Alors, avant d'aller à l'assainissement, on verra ça un tout petit peu après, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui arrive sur la régie de l'eau? Parce qu'elle ne concerne que 13 des 31 communes. Est-ce qu'on peut imaginer déjà une extension de cette régie de l'eau? Et aussi de savoir, il y a notamment le projet de construction d'une nouvelle usine d'eau potable. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Alors, premièrement, 13 communes, mais qui représentent 87% de la recette et 82% de la population. Ça signifie qu'il y a Montpellier dans ces 13 communes, il y a des grandes villes et tout, donc c'est vraiment la majorité. Les autres communes sont liées à des syndicats d'eau qui débordent le périmètre avec lesquels nous travaillons, il n'y a pas de souci. Et dans ces deux autres syndicats d'eau, il y a deux villes qui ont officiellement demandé à rejoindre le périmètre de la régie. À l'est, c'est Clapiers, et à l'ouest, c'est Murviel-les-Montpellier. Donc la régie commence à s'étendre pour l'eau. Concernant les investissements, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que le passage en régie nous a permis de faire baisser un peu le prix, puisqu'il a baissé de 10%, mais ça nous a permis en même temps, sans emprunter du tout, il faut savoir que l'emprunt de la régie est à zéro aujourd'hui, passer l'investissement annuel dans les canalisations de 3% de 3 millions d'euros, excusez-moi, à 23 millions d'euros. Ça signifie que la régie a consacré l'essentiel de ses excédents à l'investissement, ce qui n'est pas le cas du privé, parce que nous ne payons pas de dividendes aux actionnaires, nous ne payons pas d'impôts sur les sociétés parce que ce n'est pas une société, nous ne payons pas de frais de siège centraux nationaux parce qu'on n'en a pas. Voilà, on n'a pas de filiales qu'on facture généreusement pour qu'elles puissent se faire des excédents de ce côté. Donc il y a une gestion beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus économe des fonds publics. Et notamment, il y a une nouvelle usine, parce que une des caractéristiques de Montpellier, c'est que Montpellier est nourri par la nappe du Lèze, de la source du Lèze, qui est une très belle eau, la majorité de Montpellier vient de cette ressource, mais nous ne sommes pas sécurisés. S'il y a un problème sur ce réseau, on aura de la difficulté à compenser. Donc avec l'eau du Baronne, nous sommes en train de construire une usine Vallée d'eau qui sera finie en 2023 et qui permettra de sécuriser, notamment quand on est obligé d'arrêter une production d'eau pour nettoyer les cuves, pour nettoyer les réseaux, etc. Et bien on sait qu'il n'y aura jamais d'interruption, alors qu'aujourd'hui on n'était pas du tout sécurisé. Voilà au niveau de l'eau potable où on en est. Notre objectif concernant l'eau potable, c'est qu'il faut bien avoir conscience que nous rentrons dans un siècle qui est celui du stress hydrique lié au réchauffement climatique et que nous allons avoir une tension très forte qui va se porter sur la ressource en eau. Donc on doit garantir le fait que la population puisse toujours avoir accès à l'eau, d'où l'argument solidaire, c'est-à-dire qu'on va faire un tarif maintenant pour les revenus les plus bas, pour que l'eau soit moins chère, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, mais aussi un tarif écologique, c'est-à-dire pour sanctionner les gaspillages d'eau. Voilà, il est un peu anormal que les piscines soient payées au même prix que l'eau avec laquelle vous faites boire vos enfants. C'est pas normal, voilà, que ça soit le même prix. Donc c'est pour vous expliquer, on va rentrer dans cette tarification dès l'année prochaine, en train de travailler sur ce dossier. Et l'objectif, c'est d'avoir une véritable sobriété dans dans l'eau et de faire il est quand même, par exemple, on aura l'occasion d'y revenir, totalement anormal que les voiries de Montpellier soient nettoyées avec de l'eau potable. On peut utiliser d'autres ressources et faire que l'eau potable soit consacrée, disons de manière explicite, à la population et à ses besoins. Pour faire qu'on puisse appliquer par là même une sorte de règle verte,
pour l'eau, de faire qu'on ne prend pas à la nature plus qu'elle ne peut reproduire par elle-même. Et ça, c'est essentiel pour le siècle qui vient, parce que la côte méditerranéenne va être particulièrement sensible à cette pression hydrique qui est liée finalement au changement climatique, avec des températures supérieures de 2,5 degrés pour la région méditerranéenne. On va avoir un gros problème en réserve d'eau. Il faut donc s'apprêter à le gérer avec économie, à le préserver et à ne pas gaspiller cette source. Il y a un autre aspect qui est très important concernant l'eau, ce sont les réseaux d'eau potable. Les réseaux d'eau potable, ils sont beaucoup fuyards dans beaucoup de régions, hein. Il y a des villes où on est à 50%, c'est-à-dire qu'on traite de l'eau, puis après on la perd. Donc c'est aberrant. Donc aujourd'hui, nous, avec la régie, on est passé de 79% de rendement à 83%. Je me fixe l'objectif au terme de cette mandature d'aller vers les 90% de rendement, parce que c'est autant d'eau qu'on préserve au lieu de la perdre. Voilà, c'est essentiel dans ce contexte d'avoir cette politique. Sachant qu'on est un jour un petit peu particulier, aujourd'hui c'est le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Vous avez parlé d'une règle verte pour l'or bleu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous portiez et surtout aussi comment vous êtes un maire France Insoumise et la France Insoumise lance aussi une votation citoyenne sur l'eau et savoir comment tout ça se goupille et aussi à quoi on peut s'attendre. Est-ce qu'on pourrait imaginer une réforme constitutionnelle où on intégrerait une place particulière pour l'eau comme ça peut être le cas pour la Charte de l'environnement en 2008 par exemple? Alors, c'est vrai que la France Insoumise a pris cette initiative, mais je le signale avec de très nombreuses associations, groupes politiques et autres, qui partagent cet objectif avec nous de faire de l'eau un bien commun, un bien public contrôlé par les citoyens et qu'on interdise la marchandisation de l'eau. Vous avez vu qu'aux États-Unis ou en Australie, on envisage de coter les ressources en eau, même si on ne les utilise pas. C'est-à-dire que l'eau est une valeur en bourse sur laquelle on pourrait spéculer, comme on spécule aujourd'hui sur le blé ou sur l'or, ou sur les différentes ressources naturelles. Non, l'eau doit rester un bien commun, fondamental. En France, ce n'est pas possible pour le moment, puisque tout ce qui est dans le sous-sol appartient à la nation et ne peut pas être privatisé. Et donc, il faut absolument qu'on préserve cette eau. Donc, on peut parfaitement imaginer une évolution législative et constitutionnelle qui fasse que l'eau ne pourrait plus être marchandisée, qu'elle serait nécessairement organisée de manière collective à l'échelle nationale pour essentiellement servir, disons, les populations. Donc dans ce cadre-là, ce qu'il faudrait, et je pense que le lieu le plus pertinent, ce sont les bassins versants, comme pour nous ici, le bassin versant l'Esmosson. Voilà, donc les différents bassins versants où l'eau se rassemble et où le fonctionnement des nappes est unifié, quelles que soient les frontières administratives. Ces bassins versants gèrent l'eau. On peut très bien imaginer un système de régie à travers toute la France, par bassin versant, qui garantissent l'utilisation de cette ressource qui serait une ressource publique. Voilà ce que nous signifions quand on parle d'une règle verte, par exemple. Aujourd'hui, je prends un exemple concret. Vous avez un aménagement urbain qui a lieu dans Montpellier, dans une ville à côté de Montpellier. Bon, la commune décide cet aménagement, libre à eux de le décider, hein. Un aménageur arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben voilà, moi je vais faire 800, 1000 ou 2000 logements, voilà, je fais tout ça. Et il me faut tant d'eau, donc appelez-moi le tuyau qui amène l'eau. Et puis on met le tuyau, on amène l'eau, on ne réfléchit pas à l'état de la ressource. Aujourd'hui, vous avez une gestion de ces ressources en eau qui est mesurable, c'est-à-dire qu'il y a des documents qui sont faits notamment à l'initiative de l'Agence de l'eau qui nous dit, ben voilà, la ressource en eau qui est ici, elle est en déficit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle diminue chaque année de 5-10% et il faut arrêter, il faut qu'elle se reconstitue avant de faire. Et donc à ce moment-là, on bloquerait l'aménagement urbain. L'aménagement urbain ne pourrait avoir lieu que si la ressource en eau est disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de marcher ainsi sur la catastrophe en disant ben, ça sera le suivant qui se cassera la gueule. C'est faux. On va tous se casser la gueule si on va comme ça. Donc conditionner les aménagements urbains à la ressource en eau. Ça signifie une évolution législative majeure. Aujourd'hui, le code de l'urbanisme passe avant le code de l'environnement. Donc nous, on a commencé à travailler sur un atelier législatif. J'ai saisi des parlementaires. Les parlementaires de la France Insoumise ont été saisis et portent ce projet, mais aussi d'autres parlementaires. Par exemple, le sénateur Cabanel a été très intéressé et a porté nos demandes pour montrer la diversité. Ça correspond à une vraie volonté. À ce qu'on puisse dire aujourd'hui, la règle environnementale passe avant la règle de l'urbanisme. Et c'est comme ça qu'on évitera la marche à la catastrophe. En revenant sur la régie de l'eau, il y a un avenir, c'est la question de l'assainissement. Alors normalement, c'est le prochain conseil métropolitain qui devrait permettre de faire avancer les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond? Surtout que ça avait été une des thématiques, on va dire un petit peu cachée, mais assez forte des municipales, puisque M. Sorel
proposer potentiellement de la laisser au privé, non pas de la passer dans la régie. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est? Oui, oui, cette question, je l'ai posée, je m'en souviens très bien, en février 2017. Ça peut-être explique quelques problèmes à l'époque en disant l'étape suivante, c'est à la fin du contrat 2021 que l'eau quitte l'assainissement quitte les multinationales de l'eau et rentre dans la régie. C'est normal, mais vous savez, il n'y a pas besoin d'être d'extrême gauche pour dire ça. Monsieur Estrosi est en train de le décider pour Nice. Donc c'est un problème général, d'intérêt général que l'on peut parfaitement envisager. Donc le nouveau président, Michael Delafosse, qui lui s'était prononcé pour que l'assainissement passe en régie, il rejoignait la position que je défendais depuis le début à ce sujet, je m'en félicite, et il m'a demandé de piloter ça, donc j'ai volontiers accepté. Et aujourd'hui, nous avons organisé un débat, on l'a fait sans brutalité, on a regardé les problèmes, on a fait peser aux uns et aux autres les avantages, les inconvénients, on a fait un travail d'approfondissement depuis une délibération de principe qui a eu lieu au mois de décembre. Depuis, on a beaucoup travaillé, on a produit une documentation sur avantages et inconvénients, et l'autre jour, la commission qui s'occupe de ça, là, où tout le monde était représenté, toutes les communes, etc., a voté à l'unanimité le principe. Donc je pense que le prochain conseil va également le voter, et ainsi les 31 communes, il n'y a pas un petit périmètre seulement, les 31 communes vont rentrer dans la régie d'assainissement. Alors il faut savoir, c'est extrêmement important, quand vous payez votre eau, vous monsieur, vous payez l'eau, mais en même temps vous payez l'assainissement, parce qu'on ne peut pas mesurer l'assainissement. Vous payez, l'assainissement, il est calculé en fonction de l'eau que vous payez, vous, à votre compteur. Et donc, celui qui fournit l'eau, il facture l'assainissement en même temps. D'accord? Donc, par là même, la régie aura une relation directe avec tous les usagers et aura une vision unifiée. Parce qu'il y a derrière, si vous voulez, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. C'est-à-dire, on va prendre l'eau dans une nappe, on la consomme, elle se transforme ensuite en eau usée qui est elle-même traitée dans une station d'épuration, et ensuite on voit comment on fait les choses. Alors à ce sujet, concernant l'assainissement, le fait que ce soit le public qui le contrôle ne va pas faire baisser les prix. Non, non, je l'annonce déjà tout de suite, nous n'allons pas baisser le prix de l'eau et de l'assainissement. On ne va pas l'augmenter, mais on ne va pas le baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu considérable d'investissement. Et il faut savoir que la loi en France fait que c'est l'eau qui paye l'eau. Quand vous payez votre facture, vous payez l'eau, vous payez l'assainissement, vous payez la TVA et vous payez la redevance à l'agence de l'eau, qui elle nous revient sous forme de subvention pour aider tout ce qui est écologique, etc., qui joue un rôle essentiel. Donc quand vous payez ça, cette eau-là, on peut dire, oulala, c'est un gros magot. En gros, vous avez 40%, 50% d'excédent, vous pouvez faire fonctionner la machine avec 50%, et on garde 40-50%. Comme c'est une régie, on ne peut pas la distribuer à personne. Donc on est obligé de la réinvestir intégralement dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a une perspective d'investissement et d'amélioration qui est extraordinaire. Et donc avec une régie, je vous signale au passage qu'en tant que président de la régie des eaux, mon indemnité c'est 0. Parce que dans les régies, il n'y a pas d'indemnité. C'est automatiquement les élus qui sont à l'intérieur, ils y vont de manière bénévole. Ils ont leur indemnité de maire pour leur fonction, mais on n'a pas, c'est très spécifique. La mentalité des régies, c'est vraiment l'intérêt général. Donc voilà, l'assainissement, vous avez un enjeu considérable. Un des enjeux concerne l'assainissement. Alors, il faut savoir que l'assainissement, c'est une pollution, c'est-à-dire que les boues et l'eau usée que vous transmettez, elle est hyper polluée. Donc il faut dépolluer ces biens. Les boues peuvent être utilisées à d'autres usages, et l'eau, une fois que vous avez séparé l'eau des boues, vous la traitez d'une manière très poussée, et à la fin, ça devient une eau brute. Ça signifie que l'eau qui sort des stations d'épuration, on peut parfaitement l'utiliser pour nettoyer les rues, à la place de l'eau potable. Ça nous permet de faire de l'économie en eau potable. On peut l'utiliser pour arroser les espaces verts. Aujourd'hui, la réglementation le permet. On peut l'utiliser pour irriguer certaines terres agricoles. Et ainsi, on établit un fonctionnement circulaire qui nous permettra de faire de l'économie sur les réserves en eau et qui permettra en même temps de purifier les choses vis-à-vis de la nature. Merci beaucoup pour ces explications, et quant à nous, nous retrouvons bientôt pour un prochain rendez-vous.